Eh bien, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Juste avant de commencer, d'ailleurs, je vais me mettre peut-être de ce côté-là. Vous avez ce QR code pour ceux qui veulent poser leurs questions à l'avance. Donc, je vous laisse rapidement prendre ce QR code. Donc, je suis Julie Ravillon, je suis directrice du développement durable de Salesforce pour la France. Et pour ceux qui ne connaissent pas Salesforce, donc nous sommes le numéro 1 mondial du CRM, autrement dit de la gestion de la relation client, numéro 2 mondial des entreprises de software. Et notre objectif, c'est de vous aider à vous connecter donc avec vos clients d'une manière totalement nouvelle, d'avoir cette vue unique, de construire avec vous une vue unique de vos clients. Et pour ça, on est guidé par nos valeurs. C'est important pour nous parce que c'est vraiment la façon dont on travaille chez Salesforce, et la façon dont on opérationnalise notre modèle. Et donc, la première de ces valeurs, c'est la confiance, une valeur extrêmement importante aujourd'hui à l'heure de la donnée. Et d'utiliser vos données de manière responsable. On est engagé pour le succès de nos clients, guidés par l'innovation, l'égalité et le développement durable. Et ça, je vais vous le détailler un peu plus tard avec la table ronde. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Sens et l'Action, prendre le vivant comme boussole, en partenariat avec le C3D. Donc merci d'être là, et qui vient finalement se prendre le vivant comme boussole. Ça vient en résonance avec la dernière COP, la COP 16 biodiversité. Et même si cette dernière COP a un bilan mitigé, pour autant, on peut noter la présence particulièrement forte des acteurs privés. Et ça a montré une certaine prise de conscience, une volonté de passage à l'action. Il y a différentes coalitions, des événements qui se sont montés en parallèle de l'événement onusien. Et donc, ça montre cette prise de conscience et cette volonté d'agir. Hop là, je vais rester ici. Et donc, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, prendre le vivant comme boussole. Et donc, je remercie Fabrice Bonifay et Marc-André Sellos de venir me rejoindre. Fabrice, donc directeur du développement durable du groupe Bouygues, même si je devrais même plus te présenter, président du C3D, et Marc-André Sellos, professeur au Musée national d'histoire naturelle, spécialiste de la biodiversité. Moi, je vous retrouve juste après pour la table ronde où on verra des exemples concrets d'entreprises qui intègrent la biodiversité. Merci beaucoup, messieurs. Merci Julie, merci de votre accueil. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont en ligne. Il y a Stanislas Potti qui dit qu'on est une soixantaine en ligne en ce moment, et ça va monter à plusieurs millions dans les minutes qui viennent, il ne faut pas en douter. Grâce à notre super invité, Marc-André Sellos, qui, Julie vient de le présenter. Alors, les conférences au Sens et l'Action, vous savez vous avez vu le Pigeon Hall, on ne pose pas de questions dans la salle, mais on pose les questions les plus likées. Donc, si vous avez des questions pendant l'interview de Marc-André, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai la plus likée ou les deux plus likées à la fin de cette petite table ronde. Ici, tu es devant un public d'initiés, d'avertis. Hein. C'est des responsables RSE ou des sympathisants. Donc, tu peux jargonner un peu. Il n'y a pas de problème. Nous, on s'intéresse à la transformation des modèles d'affaires dans nos entreprises, parce qu'on sait qu'on a des modèles d'affaires qui sont écocides aujourd'hui, qui sont prédateurs à la fois de ressources et du vivant. On a fait beaucoup d'argent avec ça, mais on sait que ça ne peut pas durer très longtemps, du fait que l'une des 6 limites planétaires qui ont été dépassées, c'est précisément la biodiversité. Je crois que c'était la première même à avoir été dépassée. Et donc, on va te poser bien sûr des questions sur la façon dont on pourrait déjà stopper ça et peut-être réparer, voire régénérer, car notre nouveau modèle, c'est d'aller vers des modèles d'affaires à visée régénérative, même si pour l'instant, il y a quand même extrêmement peu d'entreprises qui ont embrassé cette nouvelle façon de créer la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Donc j'ai déjà assez parlé. Petit retour sur la COP 16, effectivement, c'est quand même très récent. Ces COP,
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'après toi? Et est-ce que la COP16 en particulier peut nous donner le début du commencement d'un espoir? C'est quoi ta lecture de scientifique sur les attendus de cette COP et sur ses conclusions surtout? Bah, il y a des engagements qui sont forts, hein, comme les engagements par exemple d'espace en réserve. On sait qu'on peut arriver à conserver la biodiversité actuelle si on a 30% des territoires en réserve. En réserve avec des protections quand même assez fortes, parce que là, bah, les conditions finalement ne vont pas changer, il n'y aura pas d'intervention humaine, et la biodiversité existante pourra continuer d'exister. Bon, moyennant quoi, quand on signe ça, c'est bien, mais après, c'est l'application au niveau national qui est problématique. Et non seulement elle est problématique, mais en plus on voit bien que même dans un pays comme la France, qui est un pays à la fois officiellement engagé et puis quand même qui a des moyens de gérer ça, parce que c'est un pays dont l'essentiel des efforts n'est pas juste de faire des routes pour que les gens puissent circuler ou de nourrir des populations affamées, bah, dans un pays comme le nôtre, on voit qu'on est capable d'autoriser le chalutage profond dans les réserves marines, ce qui c'est pas un truc qui est vraiment habituel pour les espèces qui sont là, donc il y en a qui vont morfler et disparaître. C'est pareil pour le plan éco-phyto, hein, ne vous leurrez pas, le plan éco-phyto, outre la suspension des plans éco-phyto, outre le fait que bon, c'est pas très bon pour la santé, notamment des agriculteurs, hein, c'est pas bon pour la biodiversité non plus. Alors, donc, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans ces histoires de biodiversité, mais pour répondre à la question sur les COP, il en faut, mais c'est pas suffisant. Et en particulier, il y a un truc qui ne permet pas que la greffe prenne des décisions dans les COP, c'est que les citoyens, en fait, sont à l'ouest par rapport à ça. Ils ne réalisent pas la proximité qu'ils ont à ça. Pourtant, Louis Gallois, pas vraiment un écolo de base, hein. Enfin, je ne crois pas qu'il ait un pull à col roulé dans sa garde-robe, hein. Il a quand même écrit une tribune dans Le Monde pour dire qu'on serait affecté par la perte de biodiversité industriellement, hein, il parlait en capitaine d'industrie, on serait affecté par la biodiversité, par sa décroissance, avant que de l'être par le climat. Mais les citoyens, eux, ils s'en foutent. D'ailleurs, ce qui est représentatif de ça, c'est le temps qu'on a passé à la dernière présidentielle à parler de biodiversité, c'était 1% du temps, 3% du temps sur le climat. Et voilà, alors que c'est deux obstacles qui sont d'ailleurs étroitement liés, aussi bien en termes de jeunesse du problème qu'en termes de solution. Mais en fait, ce que les politiques ont offert aux gens dans la campagne, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est l'intérêt moyen, ce n'est pas le vôtre, bien sûr, vu votre présence ce soir, évidemment. Mais l'indifférence citoyenne, c'est vraiment le truc qu'il va falloir qu'on arrive à débloquer. Il y a des pistes, hein, qu'on arrive à débloquer vraiment très vite, là, parce que... Est-ce que c'est pas un peu notre responsabilité à tous, et la tienne aussi d'ailleurs, en tant que scientifique, de ne pas avoir su vulgariser ce sujet? Mais bon, si vous lisez mon dernier livre, il est excellent, hein, par ailleurs. Et donc, il y a un dernier chapitre où j'analyse le lien de la science et de la société, et notamment j'analyse ça et je décris les 3 ou 4 défauts majeurs d'un scientifique qui fait de la vulgarisation. Qui est un défaut tout bête, c'est il a trouvé un truc, il va vous le raconter. Et donc, il va arriver vers vous, il va vous raconter comment surbêter le jeu, sans fait, l'hydrogène n'est pas stable, alors que partout ailleurs dans le... Et vous en foutez. Enfin, ça va vous intéresser un instant parce que c'est divertissant, d'accord? Mais ça, c'est descendant. La vulgarisation, c'est juste raconter aux gens ce dont on pense qu'ils ont besoin. Par exemple, leur raconter la théorie de l'évolution. C'est pas frais, ça, à 150 ans. Sauf qu'on ne sait toujours pas la gérer. La preuve, c'est que les microbes deviennent résistants aux antibiotiques et que ça tue 12 000 personnes par an en France. Donc, quelque part, le manque d'empathie. Mais l'empathie pour les gens, quand tu vas dans un collège, par exemple, Et si on leur racontait, il n'y a pas d'envie non plus, hein, donc le récepteur est buggé. D'accord, mais peut-être mais l'émetteur est pas bon. On devrait leur raconter peut-être plus qu'on ne mange que du vivant et que quand il n'y a plus de vivant, on n'aura plus rien à manger. Ça, ils aiment bien manger, les gens, quand même. Alors, il faudrait pour ça qu'il y ait des vraies formations aux sciences du vivant pour que la génération suivante comprenne à quel point elle est dépendante de tout un tas de liens au vivant. Comment la diversité dans les sols, c'est pas juste un truc qui est beau, c'est ce qui fait des trous dans le sol. Et ces trous, c'est ce qui retient l'eau quand on a des étés secs et qui empêche que les rivières débordent quand il pleut. Donc moins on a de vie dans les sols, plus on a d'inondations et moins on a de récoltes quand les étés sont secs. C'est tout con, mais la biodiversité dans les sols, c'est un rôle. C'est ce rôle qu'on veut, nous. Et il y a une certaine complexité pour des gens qui n'ont pas été formés au vivant. Je reprends les choses à l'envers. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme sur le vivant au primaire. Il y a 1 heure par semaine dans le secondaire et ça devient optionnel en première et en terminale. Ça va pas parce que ça, c'est la sexualité, c'est l'alimentation, c'est la santé, c'est la durabilité des systèmes. C'est comment... Donc, moi, je préside la fédération Biogé, qui réunit des associations d'entreprises comme Auré, par exemple. Vous y êtes?
Bouygues est membre de Auré, bien sûr, n'est-ce pas Cécile, hein? Et on a un partenariat Auré C3D depuis des années. Alors, il y a Auré, il y a l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de l'agriculture, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, les juristes de l'environnement, les journalistes de l'environnement, et ceci et cela. On est 60 à essayer d'être porteurs de la voix des sciences du vivant et de l'environnement et à essayer de se battre auprès du ministère pour que ces enseignements, un, aient plus d'heures, et deux, se fassent en interdisciplinarité, car évidemment, le vivant, tu ne le développes pas correctement si tu n'intègres pas l'économie, la sociologie, la physique, un peu de maths. Enfin, on a besoin de programmes beaucoup plus interdisciplinaires où les disciplines s'entraident pour faire la cervelle de l'individu et permettre de comprendre sous toutes ses facettes les objets qui sont abordés. Donc on se bat à Biogé pour ça, sans guerre de moyens. Si ça vous intéresse, nous, les moyens, on prend quand vous voulez. Et on fait aussi des journées nationales un peu partout. On a des trucs sur l'agroécologie à Bordeaux. La semaine prochaine, le week-end prochain à Rouen, c'est la forêt et l'humanité. On essaie de montrer qu'il y a des solutions qui dorment et que c'est des solutions qui concernent le quotidien des gens. Car par la biodiversité, vous pourriez avoir l'impression qu'on parle d'un objet lointain qu'il faut préserver pour des raisons morales, mais non. En fait, c'est la vivabilité de la Terre pour nos gosses. C'est que ça. Alors, on a la chance de t'avoir. On va faire un peu de sémantique parce que les gens qui sont ici connaissent un peu ces thématiques, mais ne sont pas des spécialistes. Et tu vois, on vient déjà d'utiliser deux mots qui sont biodiversité et vivant. Alors, si on rajoute service écosystémique, biotope, biocénose, est-ce que tu peux faire un panorama des définitions qu'on doit connaître pour éviter d'abord de les confondre et puis aussi de nous éclairer sur leur signification exacte? Alors, si on commence par différence entre biodiversité et vivant, et nature, et environnement. Le vivant, la définition qu'on prend souvent, au moins dans ma communauté scientifique, c'est de dire que c'est ce qui évolue. C'est ce qui est capable d'évoluer. C'est-à-dire que quand les organismes se reproduisent, ils font des sangs qui ne sont pas exactement identiques. Regardez vos enfants. Hein, et là-dessus, il va y avoir un tri. Vont se reproduire ceux qui sont capables de survivre et d'avoir assez de ressources pour faire des descendants. Donc le vivant, il change tout le temps. Et du coup, comme il change tout le temps, à un moment, il va pouvoir produire des choses différentes. Il produit de la biodiversité. Alors, il y a aussi des moments où le tri est très fort. Par exemple, quand on rajoute quand on surexploite, c'est 25% des causes de disparition d'espèces. Quand on change l'utilisation des milieux, on rebouche les zones humides, c'est 30% des disparitions d'espèces. Quand on met des pesticides, c'est 14% des disparitions d'espèces. Quand on change la règle du jeu, on peut avoir à un moment, le mécanisme évolutif, il va renier de la diversité parce qu'il y a plus de choses qui disparaissent que de choses qui apparaissent. Ça a tout le temps fluctué et la nature a tout le temps survécu à ça. À la fin du Permien, vous n'étiez pas né? Non. C'était il y a 300 millions d'années. 95% des espèces vivant dans cette terre émergée ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. 30 millions d'années plus tard, alors, parce qu'il y a eu des conditions un peu bizarres, compliquées, bref, ils sont tous morts. 3-4 ont survécu, et même pas 10 millions d'années plus tard, il y avait de nouveau une diversité énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité, les amis. Ça, c'est faux. Il y a une crise humaine, parce qu'en fait, l'autre chose, c'est les services écosystémiques. J'y arrive. Le truc, c'est que les espèces qui sont vivantes, elles vivent de différentes façons et du coup, elles modifient leur milieu. Il y en a qui font de l'oxygène, tant mieux, nous on le respire. Il y en a qui font des trous dans le sol, ça permet que l'eau reste dans le sol. Il y en a qui transforment l'azote atmosphérique en protéines et c'est bien parce que c'est ce qui se passe dans les protéagineux. Vous y êtes. Nous, on repose sur la diversité, la biodiversité fonctionnelle. Et c'est ce qu'on récapitule de façon un petit peu anthropocentrique dans service écosystémique, c'est telle espèce, tel écosystème, qu'est-ce qui fait qui nous est utile et qui est une forme de service pour nous? Service que certes on ne paye pas parce que la nature nous envoie la facture, mais par contre on paye la disparition de ce service. Petit exemple, 99% de pollinisateurs en moins dans les champs de cassis en 37 ans, en Bourgogne, ça veut dire qu'aujourd'hui quand on élève des osmies, donc des pollinisateurs sympatoches et faciles à entretenir à proximité des champs, on peut espérer multiplier par 4. Ah oui, attention, il faut aussi un petit peu arrêter les pesticides dans le champ. On peut multiplier par 4 la production de cassis. Alors, il a une sale gueule, parce qu'il est beaucoup plus malade, mais on multiplie par 4 la production, soit 15 000 € hectare de plus par an. En fait, ce que vous comprenez, c'est que la biodiversité fonctionnelle, les services écosystémiques, quand ils disparaissent, ça coûte cher. Par contre, comme ils ont un peu disparu, en les rétablissant, on peut gagner de l'argent. Et en fait, la biodiversité fonctionnelle et les services écosystémiques, ça nous raconte que la biodiversité, c'est un outil.
Or, nous sommes technophiles, nous n'avons pas peur de la chimie de synthèse et on oublie complètement, quand un aliment tombe par terre, on dit, voilà, est-ce qu'on peut le manger avec toutes les bactéries qui sautent dessus? Mais je suis désolé, personne n'est mort d'avoir mangé un aliment qui est tombé par terre, sauf que ça peut, en fonction des produits nettoyants, des colorants et des conservateurs qu'il y a dedans, ça peut préparer son cancer du foie. Oui, on a peur du vivant, et on n'a pas peur de la chimie de synthèse, on n'a pas peur de la technologie. En fait, il faut avoir un peu peur de tout et un peu confiance en tout. Il faut trier et faire un cocktail. Dans ce cocktail, aujourd'hui, la diversité, la biodiversité et les rôles qu'elle remplit sont sous-représentés. Pourquoi? Parce que quand le môme, tu lui as foutu dans le crâne de la technologie, des sciences physiques, chimiques et des maths à outrance, il voit bien comment c'est un outil. Et il ne se trompe guère. Mais il ne voit plus l'autre outil. Et il ne le voit plus au point de l'abîmer dans ses choix de consommateurs ou d'électeurs. Donc, redéroulons le fil, formons la jeunesse et concevons la biodiversité comme un outil. Ça, c'est ma dernière question. Il y en a d'autres avant. On va parler de comment donner envie d'aimer le vivant. Mais une autre question. Donc, tu n'as pas répondu sur biotope et biocénose? Il faut répondre à ça. Alors, moi, je veux bien. Le biotope, c'est le milieu physico-chimique où vivent les espèces. Et non seulement elles en sont le produit, c'est-à-dire qu'effectivement on ne fait pas pousser un géranium dans du sable de dune, donc quelque part les espèces qui sont là, c'est celles qui sont adaptées au biotope, mais elles le transforment. Tiens, je parlais de dune par exemple, les premières plantes qui arrivent sur la dune vont aider les bactéries du sol à fixer de l'azote, ça va enrichir le sol en azote, leurs restes vont faire un début de matière organique, et très rapidement des plantes plus exigeantes peuvent s'installer. Donc le milieu, c'est la poule et l'œuf. Le biotope, il est occupé par des espèces vivantes qui forment la biocénose, et entre eux, il y a un lien de poule et d'œuf. Le biotope fait la biocénose, et la biocénose fait le biotope. Et donc faire pipi dans un champ, c'est bien. Et les écosystèmes sont faits donc d'une fraction vivante, la biocénose, et d'une fraction physico-chimique, le biotope. Oui, c'est un des moments... Ça met un peu d'azote. Alors, c'est un peu différent cette histoire-là, mais c'est pareil. Toi, tu es un service écosystémique aussi pour d'autres espèces. Et effectivement, notre urine, alors ça fait toujours sourire, parce que c'est un peu pipi-caca, voilà, on ne fait pas pipi en public. Non. Vous remarquez qu'on peut jeter un morceau de plastique par terre, c'est un peu pas bien, mais ça se fait. Qu'est-ce qui va tuer? Les perturbateurs endocriniens qui s'échappent des morceaux de plastique, pas l'urine. L'urine, c'est une solution. Et on pense aujourd'hui que les Français, on estime que les Français urinent, 11 grammes, ça on le sait, c'est 11 grammes d'azote par jour et 0,7 grammes de phosphore par jour. Ce sont les estimations de 20 à 50% des besoins de l'agriculture française. Agriculture française qui aujourd'hui utilise des engrais... Faites pipi dans les champs. Des engrais minéraux qui sont toxiques. Il y a du cadmium dans le phosphate minier. La moitié de cette salle est surdosée en cadmium. Ça fait 30% des causes d'ostéoporose et ça explique le plus 3% de cancer du pancréas en France chaque année. Donc, au lieu de mettre ces engrais toxiques comme base de la fertilité, pissons dans les champs, complétons avec les engrais, mais d'une façon qui limitera l'apport des toxiques qui sont liés aux engrais. Et peut-être que du coup, les agriculteurs s'épuiseront moins à payer des ressources venues d'ailleurs. Pendant que vous vous épuisez à payer des impôts locaux pour disperser dans les stations d'épuration ce que les agriculteurs sont en train d'acheter. Vous saisissez que la vision systémique du cycle de l'azote et du soufre, qui est complètement linéarisée, on le prend dans des mines, on prend à grand renfort d'énergie l'azote dans l'air, on prend le phosphate et le potassium dans les mines, on met ça dans les champs, on met ça dans le tube digestif des gens avec tout ce qui est en autostop et toxique, comme le cadmium, et ensuite on balance tout dans les stations d'épuration, on le relargue en espérant que ça ne va pas... Et puis ça fait des rivières eutrophisées, et etc. Ça fait aussi, oui, des marées d'algues vertes qui tuent des gens aussi, parce que ce qui s'émane des marées d'algues, c'est toxique, évidemment. Donc, il faut arriver à recirculariser les choses. De ce point de vue-là, il y a des solutions. Et nous-mêmes, nous sommes une solution. Nous sommes, quelque part, potentiellement des services écosystémiques intéressants pour le fonctionnement des champs. C'est intéressant, la spécularité, là, de renverser le truc. Je suis aussi une solution pour la biodiversité par mes choix d'entrepreneur. Je suis une solution pour la biodiversité par mes choix d'urinage. Alors Marc-André, c'est trop bien, ça fait une excellente transition sur notre sujet qui est l'entreprise. Donc l'entreprise, on voit bien qu'elle a des dépendances par rapport à la biodiversité. D'ailleurs, on nous demande d'identifier ces dépendances de plus en plus dans le cadre des nouvelles régulations. Alors souvent, les entreprises sont complètement à l'ouest sur ce sujet, parce que c'est des questions auxquelles elles n'ont jamais répondu à ces questions-là.
concrètement, c'est quoi une dépendance pour Oui, une puis entreprise? souvent, la dernière fois que le dirigeant a entendu parler de biologie, c'était en première. Hein. Alors, Oui, ça fait longtemps, oui, pour certains. C'est organisé, hein, le fait qu'il soit à l'ouest. Alors, oui, c'est quoi la question du La coup? question, c'est quoi une dépendance par rapport à ces services-là? C'est concrètement pour une entreprise qui fait du logiciel et du cloud, par exemple. Alors, Hein? parce que, oui, non, mais ça, c'est une bonne question, effectivement. T'es pas Il y a- préparé. Hein. Si vous traitez des pommes de terre, là, le lien à la biodiversité, il est clair. Bon. Si effectivement vous êtes complètement dans le cloud, où est produit l'énergie? Et l'énergie que vous achetez est-elle renouvelable? Quel est son impact sur la biodiversité? Et il faut bien comprendre les choses, hein, parce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on nous dit non, non, mais alors les éoliennes, c'est pas bon pour les oiseaux. Bon, 140 000 oiseaux tués par les éoliennes chaque année. Les chats, Je eh connais ben, le c'est chiffre. 98 millions d'oiseaux qui bouffent en France tous les ans. Donc, si vous avez vraiment un problème avec ça, Tuez votre chat. voilà. Donc, d'où vient l'énergie qui est utilisée? Il y a une cantine d'entreprise. D'où vient la nourriture et jusqu'à quel point, par cette nourriture, on peut donner des envies différentes à chacun des employés? Ton entreprise, elle a un toit. Il y a quoi sur ce toit? Parce que c'est un endroit où faire des réserves de biodiversité. Aujourd'hui, il y a plus d'insectes sur les toits en ville que dans les champs de la Beauce. C'est évident. Le toit, il est utilisé comment? Est-ce qu'il contribue à produire un peu d'alimentation? Est-ce qu'il y a de la verdure et du sol qui est un isolant thermique, donc qui va réduire? C'est un meilleur isolant que ce qu'on a d'habitude sur les toits. Oui, c'est vraiment un très bon isolant. Donc la question, c'est est-ce qu'on a effectivement ce truc qui va empêcher de refroidir en hiver et empêcher de réchauffer en été? Donc ce toit, il est comment? Le parking, s'il y a un parking, il est comment? D'ailleurs, cette entreprise, où est-ce qu'elle est disposée par rapport au transport? Est-ce qu'au moment de bâtir, on a bien regardé s'il n'y avait pas en centre-ville des choses à restaurer? Alors je sais, c'est pas le même prix, mais en termes d'impact sur la biodiversité, étendre les villes, ce qu'on fait à la vitesse, hein, quand même, de 5 terrains de foot par heure, jour et nuit. Dans le monde. En France. En France, Alors c'est dans 5 le terrains de monde, foot. oui. C'est en France, oui, oui. Ouais, il disparaît chaque année la surface qui nourrit la ville du Havre pendant un an. Donc, où est installée l'entreprise? Comment est-ce que dans sa publicité, dans son image, elle prend en autostop et elle pousse dans sa publicité l'idée que la nature est une solution et qu'elle-même elle est vertueuse de le faire, mais que quelque part elle dessine un possible, un réalisable autour de plus de diversité ou d'ailleurs de moins de désordre climatique, parce que les questions sont les mêmes. Au niveau de la pub, on forme les imaginaires. Tiens, je vais vous donner un chiffre qui n'a rien à voir avec la biodiversité, mais parce que là je ne l'ai pas sur la biodiversité, mais aujourd'hui, l'ensemble des publicités alimentaires, c'est 1000 fois le budget de l'ensemble des publicités pour la santé par l'alimentation. Qu'est-ce qui fait l'imaginaire? La pub. Et d'ailleurs, ça nous coûte cher la pub, hein, puisque c'est 500 € par Français et par an. Le coût de la pub dispersée dans ce qu'on achète. Moi, pour 500 €, putain, je veux un imaginaire durable. Et ça, vous faites de la pub, perdez-vous. Alors vous allez me dire, mais je fais comment moi? Parce que la dernière fois que j'ai fait des SVT, c'était un mec un peu chiant, avec un col roulé, et c'était en première. Adopter un agronome. Dans les écoles d'agro, ils ont des formations systémiques. Moi, j'ai écrit les programmes de classe préparatoire, donc je le sais. Ils ont des visions systémiques. D'ailleurs, les banques se précipitent sur eux, non pas pour faire des prêts à l'agriculture, mais pour les départements où on évalue des risques et des problèmes systémiques. C'est un exemple, hein. Moi, je n'ai pas d'action dans les écoles d'agronomie, mais il y a des formations où les gens peuvent justement vous ramener ce savoir-faire qui devrait être celui de tout à chacun, mais qui malheureusement est perdu faute d'une éducation appropriée. N'oubliez pas de poser vos questions sur l'application. Hein. Autre question, une entreprise qui voudrait réellement se mettre à agir sur le sujet de la biodiversité, parce qu'on voit maintenant avec la CSRD, il y a quand même la plupart des entreprises considèrent ce sujet comme matériel, parce qu'ils interrogent leurs parties prenantes, et leurs parties prenantes leur disent bien sûr que c'est important de protéger le vivant si tu veux continuer d'exister. Donc, une fois que l'entreprise met ce sujet-là en haut de sa matrice, comme étant un enjeu important à traiter,
Le conseil du scientifique, on commence par quoi? Les dépendances? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un inventaire? C'est la première action pour être réellement utile sur ce sujet. Il faut quand même que je fasse preuve d'humilité un petit peu, hein, parce que je vous assène des trucs qu'il faudrait faire, qu'il ne faut pas faire depuis tout à On est l'heure. là pour ça, t'inquiète pas. Mais le truc, c'est que moi, je ne suis pas industriel, ok? Chacun son boulot. Et vous avez une fonction vitale, enfin industrielle d'ailleurs, ou dans l'entreprise en général, dans le milieu entrepreneurial, vous avez une fonction, et cette fonction, c'est pas un scientifique qui va vous apprendre à la remplir. Mon problème, c'est la coloration, hein, de ça. Et je dirais que il ne faut pas réinventer la roue. D'abord, il y a peut-être des entreprises qui ont déjà fait ça. Alors, bon, si c'est des concurrents directs, ils vont peut-être pas vous donner leur bon plan, mais il y a peut-être des entreprises dans le bassin de production qui ont déjà eu des démarches semblables. Donc, allez chez vos pairs. Il y a certains de vos pairs qui auront peut-être des choses à vous dire. Soyez collectifs de ce point de vue-là. D'autre part, il y a des cabinets de conseil. Il y a des gens, bon voilà, et ce qu'il faut, c'est voir un petit peu ce qu'ils valent, voir effectivement si c'est des gens qui abritent des connaissances systémiques, des visions, effectivement. Parce que c'est vrai que ça peut être assez complexe. Je veux dire, quand on regarde l'impact sur la biodiversité d'une chaîne de production où vous avez 25 intermédiaires avant la commercialisation. Donc, il faut aller chercher cette compétence où elle est. Et si l'entreprise est assez grosse, bah, je vous dis, adoptez un agro, hein, importez-la en interne. Mais une fois de plus, c'est une compétence qui existe vraiment. Et que ce soit sur la nature en ville ou sur les bâtiments ou sur l'agroécologie, il y a quand même aujourd'hui des structures qui sont robustes, c'est-à-dire qui sont habitées par des gens qui lisent de la littérature scientifique ou qui sont même des scientifiques qui ont fait des startups. Et la science n'est pas l'alpha et l'oméga, mais là, elle sera présente. Et c'est une rencontre qu'il faut imaginer, une rencontre avec d'autres entreprises qui ont fait le parcours, une rencontre avec des spécialistes. Alors, on parle de plus en plus dans nos entreprises de régénération, de restauration, de protection. En protection, là, on connaissait déjà un peu. Il y avait déjà des mesures, et même obligatoires, pour protéger. On a même parlé à une époque de compensation, mais ça devient moins la mode pour des raisons qu'on sait, parce que ça a laissé l'idée qu'on pouvait se donner bonne conscience en compensant. Mais la régénération, c'est un peu différent, parce qu'on peut inclure ça dans le process. Concrètement, pour une entreprise qui, je sais pas moi, qui fabrique des bâtiments, ça pourra ressembler à quoi la régénération ? Alors déjà, il y a des choses à voir dans le recyclage de l'existant, hein. L'autre jour, j'étais à une table ronde avec un type qui, en gros, récupère des vieux parquets. Lorsqu'il y a des démolitions, il récupère des vieux parquets, il vous propose des parquets qui sont des parquets recyclés, qui en plus sont un petit peu vintage. Enfin, c'est recyclés ou réemployés? Réemployés, oui. Donc il récupère les matériaux boisés des surfaces d'immeubles et puis les parements aussi. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est finalement l'analyse de d'où vient l'amont, d'où va l'aval. C'est sortir du cycle linéaire, en fait. Première chose. C'est ça. Sortir de la linéarité, c'est une bonne définition. Ensuite, il y a cette idée aussi de compenser, mais attention, la compensation, c'est pas dire je vais détruire une mare et je vais en refaire une, parce qu'on sait très bien qu'en fait il faut le temps que la diversité arrive, s'installe, prenne un rythme de croisière pour que ça marche, pour avoir les services écosystémiques. C'est pour ça qu'en France, par exemple, sur les haies, il se passe quelque chose de calamiteux. Bon, on en arrache 25 000 km par an, on en replante 3 000. Alors, donc nos impôts servent à en replanter 3 000. Vous allez me dire, ça fait au moins 3 000 de sauvés. Ben non, parce qu'une jeune haie, ça ne fonctionne pas comme une vieille haie. Il n'y a pas encore des oiseaux dedans, il n'y a pas encore des chauves-souris dedans, elle n'est pas encore assez dense pour empêcher le passage des maladies. Donc, normalement, une vieille haie, c'est 84% de bioagresseurs en moins qui passent d'une parcelle à l'autre. Ça réduit le flux de maladies de 84%. Ben, une jeune haie, si elle est très jeune, ça ne fait rien. Donc, compenser... Pour moi, et écoutez, on va prendre autre chose. La biodiversité, c'est le résultat de l'évolution biologique, d'accord? Le patrimoine culturel, c'est le résultat de l'évolution culturelle, d'accord? Vous démolissez Versailles en promettant que vous allez remonter un Versailles? Personne ne fera ça. Par contre, un certain nombre de boîtes qui font du bâtiment investissent dans l'entretien de Versailles, font du mécénat. C'est ça le truc, compenser, c'est se dire, j'ai une logique de réserve dans un coin, d'accord? Je garde des choses dans un coin et quelque part, je transfère une partie des bénéfices de l'action parce qu'il faut vivre, il faut produire, hein, ok, il faut se loger.
mais je transfère une partie des bénéfices vers des sanctuarisations de choses existantes. Et je me dis pas, ah ben, je vais monter une nouvelle mare ou je vais refaire une forêt de Fontainebleau. Non, pardon. Il suffit d'avoir fait un peu de biologie pour savoir que ça passe pas comme ça, quoi. Donc les coupes rases pour récupérer du bois pour faire des puits de carbone, c'est pas une bonne idée. Alors. Alors, et puis vous avez vu l'actualité avec le Parlement européen qui est en train d'essayer de surseoir à la mise en place d'ailleurs de directives visant à empêcher la déforestation importée. C'est bien qu'on déforeste plus chez nous. Ça va, hein, chez nous, la forêt grandit plutôt. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ailleurs, pour faire de l'huile de palme, ou pour faire du bois, ou pour faire des élevages de cochons en Malaisie, qui ne mangent même pas, puisque donc ils ne mangent pas de cochons là-bas, mais ils l'exportent pour nous, et ben là, on défriche. Donc, effectivement, la coupe à blanc, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, même en France, la coupe à blanc périodique, même si vous régénérez de la forêt, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, en fait, si aujourd'hui les foresteries alternatives qui font plus de coupe à blanc, elles progressent, c'est qu'en fait, la reprise est plus rapide quand on coupe que quelques arbres et qu'on a toutes les tranches d'âge. Alors, je m'égare là, et toute la diversité des espèces. Mais je m'égare, le truc central, c'est effectivement d'essayer, d'avoir des réserves, et deux, là où on va effectivement agir, d'utiliser au maximum la biodiversité comme outil. Par exemple, des forêts qui brûlent moins, qui sont moins facilement malades et dont la productivité ne subit pas trop les mauvais étés parce qu'il y a un mélange d'espèces. Et donc, partout où on agit, agir en utilisant au maximum des mécanismes basés sur le vivant et la biodiversité, parce que du coup, c'est conservé implicitement. Alors, pas à l'identique de ce serait dans une dynamique naturelle, mais s'il y a une mosaïque entre ces zones gérées au mieux et des réserves, c'est bon là. Ça passe. Marc-André, une dernière question avant la question la plus likée. Avec Marine Calmet, on a l'idée de proposer demain à des conseils d'administration d'intégrer un représentant du vivant pour pouvoir poser les bonnes questions aux administrateurs. Si demain tu devenais administrateur d'un grand groupe industriel, chez Apple, ils avaient tenté de faire ça d'une façon parodique avec Mère Nature. Je ne sais pas si tu avais vu le clip. Enfin, c'est disponible sur Internet. Tu ne te rappelles pas de ça, Mère Nature? Et où il y avait le patron d'Apple qui présentait sa stratégie et demandait à Mère Nature ce qu'il en pensait. Toi, si tu étais nommé demain administrateur d'une entreprise, tu poserais quoi comme question aux administrateurs? Aux autres administrateurs et à la direction générale de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que je ne déclinerai pas parce que moi, mon combat, c'est un combat pour l'éducation. Hein. Donc, et je ne suis pas sûr d'être tout à fait un mélange de compétences qui ferait de moi un bon interlocuteur. Mais quand tu rencontres un chef d'entreprise, tu as envie de lui dire quoi sur le sujet? Je pense que je prendrais... Au-delà de lui demander de se former. Oui. Non, puis je pense à la formation des jeunes. Mais tu vois, le truc, c'est que je pense que... Ce que je ferai en premier, c'est d'analyser les endroits où, en fait, en changeant certaines pratiques, ça va de la cantine au toit de l'entreprise, au parking, ou à l'endroit où on installe une nouvelle série de bureaux, tu vois, comment je peux améliorer la santé de mes employés et des voisins. L'approche santé. Parce que ça, mine de rien, les gens, ça leur dit quelque chose, la santé. Même s'ils sont très loin de comprendre que quand on parle de biodiversité, c'est en fait de ça qu'on parle aussi. Tu vois, ce serait peut-être plutôt un des raisonnements sur la santé, moi, que... Voilà. C'est une bonne question, la santé. Hein. Alors, question du public, là, qui a reçu 3 likes. Au-delà de nouveaux programmes dans les écoles, quelles seraient vos propositions pour amener les individus et les entreprises à reconnaître le vivant et se reconnecter à lui pour le préserver? Alors, c'est pas se reconnecter, parce que ça, c'est une formulation un peu bidon. On est connecté, simplement, comme la connexion fonctionne mal, on se prend du cadmium dans la tête, des métaux lourds quand on mange du poisson. La connexion existe, simplement, comme on la gère pas, elle dysfonctionne. C'est régénérer la qualité de la connexion. Ça, c'est bien, c'est la deuxième question, ça. Vas-y. Bon, moi, je pense qu'on a vraiment besoin de créer des imaginaires positifs, parce que vous pouvez toujours inventer la meilleure façon de faire votre taf, que ce soit une tablette, un bâtiment ou des meubles. S'il n'y a pas de consommateurs, s'il n'y a pas de marché, ça ne va pas marcher votre truc. Et même, ça aura ceci d'insidieux que les concurrents qui vont vous regarder mordre la poussière avec votre produit vertueux que personne n'achète, ils diront « Ah, c'est des conneries, moi, on ne va pas m'y prendre ». Il y a une obligation de réussite. Et quelque part, cette obligation de réussite, c'est le consommateur, et j'en reviens là-dessus, créer des imaginaires. La pub est extraordinairement puissante. Votre pub doit être au service de votre engagement pour l'environnement, s'il est sincère, et vendre le produit, bien sûr.
Et vous savez, les publicitaires sont très forts. Ils vous vendent même des brosses à chiottes en vous donnant l'envie de les acheter. Alors bon, ils pourront faire ça. C'est une belle Voilà, image. Hein. les imaginaires, hein, pour en fait que tout le monde adhère, parce que la solution parachutée sur les gens, ça ne marche pas. Ah, retenez bien, hein. Essayons de vendre le vivant aussi bien que les brosses à chiottes, ça va rester. Ça va rester. Mais un immense merci Marc-André. Tu nous as demandé d'arrêter à 8h50, ma chère Julie, il est 8h50. Voilà, c'est la précision suisse. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, vous restez un peu avec nous. Maintenant, je vais appeler Stéphane Allaire, Marie-Noël et puis Arthur Pasquier pour se joindre à moi. D'ailleurs, j'avais des fiches, elles sont là. Allez-y, asseyez-vous, prenez votre micro. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous donner ce bip-là. Assieds-toi. Ouais, voilà, merci beaucoup. Tiens, si tu veux passer tes slides. Donc, merci. Donc, on passe à notre sujet de la table ronde, voir comment des entreprises intègrent la biodiversité au sein de leur stratégie. Donc, je suis accompagnée de Stéphane Allaire, qui est fondateur, CEO président de Reforest Action et également président du Conseil européen de OneTree.org, dont tu vas nous parler juste après. Arthur Pasquier, qui est donc directeur de Regenéo, notamment, et également leader climat au sein du groupe Bouygues, et Marie-Noël Kejner, fondatrice, présidente de WeForest. Donc merci à tous les trois d'être ici. Et donc je vais commencer par toi. Stéphane, est-ce que alors je voulais savoir déjà si en tant qu'administrateur, au sein du Conseil européen de OneTree, est-ce que tu as d'autres un point de vue toi aussi à compléter concernant la COP 16 par rapport à ce qu'a pu déjà nous partager Marc-André? Merci Julie. Alors moi je suis aussi un défenseur des COP. Je les trouve utiles, ne serait-ce que par respect pour les négociateurs et les gens qui travaillent toute l'année là-dessus sans compter leurs heures. Je trouve que c'est quand même nécessaire. Et on ne peut pas, de mon point de vue, vouloir une gouvernance mondiale des sujets comme le climat, la biodiversité, les sols, etc. Et ensuite dire les COP c'est naze. Parce que la gouvernance mondiale, c'est pas simple à monter, et les COP servent exactement à ça, et on l'a vu à la COP climat de Bakou hier, je crois. La COP 16 biodiversité, en fait, son problème, c'est que elle est venue avant la COP 29 sur le climat, et donc il y a eu les gens se sont économisés pour la COP climat, pas mal dans les négos. Et du coup, dès qu'il fallait débourser de l'argent pour la biodiversité, ils se sont dit attendez, on va garder notre pognon pour le climat. Alors le climat c'est 300 milliards, la COP 16 pour la biodive c'était quelques dizaines de millions, je crois, c'était ridicule. C'était un engagement qui était ni fait ni à faire, mais parce que les gens voulaient garder leur effet d'annonce pour le climat, sachant que ça n'a pas non plus convaincu sur le climat, parce qu'ils ont proposé 300 milliards alors que les pays du Sud attendaient au moins le double. Voilà. Donc le gros sujet de la COP 16, je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était quand même les crédits biodiversité que beaucoup espèrent pour pouvoir en faire un levier de financement de la biodiversité mondiale, un peu comme les crédits carbone sont supposés être un levier de financement pour les solutions climatiques. Et les crédits biodiversité, on n'est pas près de les voir arriver. C'est encore un sujet. C'est un serpent de mer, hein, on en a encore pour quelques années, décennies peut-être, avant de les voir émerger. Il y a eu simplement une avancée sur les droits des populations indigènes dans le monde, sur ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire d'ailleurs sur les territoires dont ils avaient la charge. Merci. Alors je voudrais, donc tu es là pour représenter OneTree. OneTree.org. Est-ce que tu peux nous présenter cette organisation
mondiale. Est-ce que tu peux nous dire aussi le rôle du Conseil européen? Pourquoi ce Conseil? Voilà, ce que tu y fais? Qui sont les membres? Alors, OneT, c'est une organisation qui a été créée en 2020 lors du forum de Davos, où finalement les décideurs économiques se sont dit, écoutez, on va arrêter de parler, on va agir. Et pour agir, eh bien, les solutions basées sur la nature, et notamment les forêts, les arbres, sont un levier d'action extrêmement puissant. Et on sait passer à l'échelle. C'est quand même ça le truc, c'est qu'avec la forêt, on sait agir à grande échelle. Et les forêts captent du carbone, mais aussi renforcent la biodiversité, puisque 80% de la biodiversité mondiale terrestre est en forêt. Et puis, c'est des usines à sol, les forêts, ça filtre l'eau, ça recharge les nappes phréatiques, etc. Et il y a un levier social. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en 2020, au World Economic Forum à Davos, des entreprises se sont mobilisées pour créer OneT. Salesforce, Mark Benioff a choisi de financer le secrétariat de OneT, et merci beaucoup à vous, Salesforce, de financer tout ça. Et donc le but, c'est de fédérer des acteurs privés pour financer la restauration d'écosystèmes et de forêts en particulier via l'arbre. C'est ça le but, c'est mobiliser les acteurs privés, comme nous tous ici dans la salle, pour passer à l'action. Parce que les scientifiques, ça fait bien longtemps qu'ils nous disent quoi faire. Ce qui manque, c'est les fonds. Donc c'est ça, OneT. Et alors ça s'organise en chapitres ou en zones géographiques. Il y a les US, il y a le Canada, il y a l'Amazonie, il y a la Chine et il y a l'Europe. L'Europe, on a lancé le volet européen cette année, c'était au mois de juin, c'était dans cette même salle pour la réunion de lancement. Et ça s'articule de la façon suivante. Il y a un comité de parties prenantes qui existe et qui regroupe des scientifiques, des politiques, des entrepreneurs, des entrepreneurs de la restauration des écosystèmes et des entreprises pour définir finalement ce qu'il faut faire en Europe. Alors, je ne me rappelle plus de mes slides, pour être tout à fait honnête, donc je vais improviser dessus. Je vais essayer de m'orienter. Je te remercie, Julie. Voilà, exactement. Voilà, donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en tant qu'entreprise, on devrait rejoindre OneTree, comment on peut vous rejoindre, quels sont les bénéfices, voilà, concrètement, hormis le fait d'être une organisation, voilà, pourquoi on vous rejoindrait vous plus qu'une autre, qu'est-ce que ça nous apporte, comment on le fait, voilà. Plus qu'une autre, j'en sais rien. Moi, je peux vous parler de pourquoi OneT. OneT, ce qui est très intéressant, c'est que quand on veut agir sur la restauration d'écosystèmes, il est très facile de faire des bêtises. Hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on peut faire des bêtises. Or, Marc-André l'a dit, restaurer le vivant ou agir pour le vivant, c'est une science. Et de pouvoir s'appuyer sur, là voilà, on dit apprendre à s'appuyer sur des connaissances de scientifiques qui font partie du comité des parties prenantes et qui disent voilà l'état des lieux des forêts européennes, voilà l'état des lieux des forêts européennes, voilà les enjeux auxquels elles font face et voilà les actions qu'il faut entreprendre, c'est quand même assez intéressant avant de débuter l'action. Et puis ensuite, il y a cet effet de masse. C'est-à-dire qu'agir de façon isolée, on a des résultats locaux. Agir ensemble, on a des résultats beaucoup plus cohérents et plus d'impact. Parce que quand vous créez des corridors écologiques dans des régions entières, ça a plus de valeur que de créer des îlots par-ci, par-là, parce que la biodiversité aime voyager, en tout cas pour les animaux. Et donc les corridors ont une vraie valeur. Et puis, donc, ça fonctionne par pledge, c'est-à-dire qu'on demande à des entreprises de faire une annonce, de dire moi, je vais agir sur, je sais pas moi, 1000 hectares, je vais restaurer 1000 hectares ou 10 hectares. Et donc, on va mener ensemble cette action et ces 10 hectares-là vont être associés à 50 hectares par ici et 100 par là. Et c'est ensemble que ça va créer quelque chose d'intéressant. Et on a 2 leviers d'action qu'on a identifiés en Europe. 2 leviers pour entreprises. Un premier levier, et Marc-André, tu aurais pu en parler, sur comment les entreprises peuvent s'engager sur l'environnement. Même quand on est éditeur de logiciels et qu'on est dans le cloud. C'est en s'intéressant à nos data centers.
Parce que ces data centers sont très gourmands en énergie et en eau. C'est-à-dire que le circuit de refroidissement des data centers se fait très souvent par l'eau. Donc on va absorber de l'eau qu'on va réchauffer pour refroidir les machines et on va restituer de l'eau chaude. Mais sauf que pour pouvoir refroidir les data centers, il faut de l'eau en quantité et de façon régulière. Et donc on est très dépendant des bassins versants. Et donc chez 1T Europe, on a décidé d'agir sur un premier volet qui est les bassins versants, et notamment celui de Paris, parce qu'il y a énormément de data centers en région parisienne. Et on va parler tout à l'heure d'un exemple très concret avec toi, Julie. Le deuxième levier qu'on a choisi pour agir de façon très concrète en Europe, c'est bien évidemment le carbone ou le climat. C'est-à-dire qu'il y a quand même un marché carbone dans le monde qui est utile. Et bien comment faire en sorte que cette finance carbone, cette volonté de contribution au climat des entreprises via le carbone, puisse agir bien sûr dans les pays du Sud, qui en ont désespérément besoin, mais aussi dans nos régions et en Europe. Maintenant, je m'adresse à toi, Marie-Noëlle. Merci beaucoup Stéphane. Et donc, tu es présidente, fondatrice de WeForest. Tu es également au sein de One Tree, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant WeForest? Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, Marie-Noëlle Kaiser, je suis en effet fondatrice de WeForest, que j'ai créé il y a 15 ans. Juste pour me présenter, je suis française. Et j'ai un background, en fait, une expérience corporate. C'est pour ça que je pense que c'est curieux de savoir combien d'entreprises sont ici. Je connais bien le monde de l'entreprise et j'ai décidé de créer mon ONG pour proposer quelque chose de très concret aux entreprises. Avant de continuer sur les slides, je voulais juste renforcer quelque chose qu'a dit tout à l'heure Stéphane par rapport à OneT.org. En fait, c'est pas pour rien que 1 trillion trees a été choisi, cette quantité, c'est-à-dire 1000 milliards d'arbres. C'est parce que ça fait suite à un travail scientifique qui a été fait par l'université de Zurich, l'équipe de Crowther Lab, qui a calculé que si on plantait 1000 milliards d'arbres, donc 1 trillion trees, l'équivalent donc de la surface des États-Unis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une grosse surface, mais c'est ce qu'il faut comme arbre pour restaurer cette surface-là. On arriverait à gagner des décennies sur cette course dans laquelle on est contre le réchauffement climatique. Et en fait, c'est aussi très important parce qu'il faut qu'on comprenne bien qu'on va dans le mur. Que le seul moyen de ne pas aller dans le mur, c'est d'enlever l'excédent de carbone qu'on a dans l'atmosphère. On n'aurait jamais dû dépasser 350 ppm. On est à 420 et chaque jour, on en rajoute. Donc, ça ne suffit pas de réduire, il faut enlever. Et le seul moyen, la seule technologie qu'on ait trouvée pour enlever l'excédent de carbone dans l'atmosphère, ce sont les arbres. Donc non seulement c'est le carbone, mais les arbres c'est l'eau, ça équilibre le cycle de l'eau et la biodiversité dont on parle aujourd'hui. Donc ce ne sont que des avantages, en plus de pouvoir sortir des communautés entières de la pauvreté. Donc sur cette base-là, moi j'ai commencé WeForest il y a 15 ans pour justement proposer une solution facile pour les entreprises, pour agir et pour faire tout ce qu'on vient de dire. Et donc ça c'est un peu le background de WeForest. Et donc WeForest est une association sans but lucratif qui travaille en France avec la Fondation de France et qui plante dans des pays, qui a des équipes qui plantent en Afrique, en Éthiopie, au Malawi, en Zambie, au Sénégal, dans des pays où les besoins sont énormes, où non seulement on aura un impact carbone, mais on aura aussi un impact socio-économique très très important. Et donc justement, puisque tu parles d'impact, voilà. Comment on mesure concrètement l'impact d'un projet en faveur de la biodiversité? Voilà. Donc ici, effectivement, j'ai listé toutes les choses que les entreprises devront, selon leur taille, soit déjà maintenant ou soit dans le futur, reporter en tant que CSRD. Donc vous avez ici toute la liste. Effectivement, la question que tu m'avais posée, c'est qu'est-ce qu'une association comme WeForest ou d'autres associations comme il y a dans la salle ici, il y a Planète Urgence, Guillaume, il y a sinon aussi avec Reforest Action. Ce que nous, on est capable de faire quand les entreprises nous soutiennent et contribuent à nos projets, c'est de leur donner
des résultats très spécifiques, des indicateurs, des informations pour faire leur reporting. Et on va le voir dans une slide prochaine, mais on mesure effectivement les impacts spécifiques quant aux hectares restaurés. Donc, si vous soutenez des ONG ou des entreprises comme nous vous dirons, OK, avec l'argent que vous nous avez donné, admettons que vous nous donniez un demi-million d'euros par an, eh bien, nous sommes capables de restaurer autant d'hectares, de planter ou de protéger tant d'arbres, de protéger et de restaurer, enfin de ramener à la vie un certain nombre d'espèces de faune et de flore, que nous mesurons de façon scientifique avec les sons, avec des photos pour prouver justement le retour de toutes ces espèces en disparition. La pertinence aussi, c'est important. Tout à l'heure, on a dit, il ne s'agit pas de planter n'importe quoi, n'importe où. La pertinence de ce qu'on plante et comment on le plante, c'est très important. Donc ça, ce sont des informations que vous allez reporter aussi. C'est-à-dire que ce sont des zones riches en biodiversité, évidemment, que l'on favorise. On liste les espèces que nous protégeons, qui sont par exemple déjà menacées dans la liste IUCN. Et donc aussi, les projets que nous faisons ont un impact écosystémique très important pour restaurer justement les cycles de l'eau et enfin tout. Et donc ça veut dire que tous ces indicateurs-là, tu es en capacité pour chacun de tes projets de fournir ces données-là à nous, entreprises, qui devons potentiellement, si on a un projet avec toi, le reporter dans le fameux bilan de la CSR2. Exactement. Donc nous travaillons aujourd'hui avec 500 entreprises qui ont déjà travaillé avec nous, 500 entreprises, dont Nike, dont BNP ou Candriam ou UCB, ou j'en passe, et des meilleurs, qui travaillent avec nous, qui nous financent. Et effectivement, par rapport à leur contribution, ils reçoivent un listing, un reporting très spécifique qui leur est utile pour cette biodiversité. Et puis, j'ai rajouté après un petit peu les critères. Vous voyez, ce n'est pas seulement de mesurer, mais c'est aussi d'utiliser la technologie. Par exemple, comment est-ce qu'on mesure le retour d'une espèce dans une zone? Bon, par exemple, on travaille sur des mangroves au Sénégal. Eh bien, pour voir le retour de certaines espèces en disparition, on fait de l'eDNA, donc de l'ADN, des études d'ADN environnementales, pour regarder, on a encore des spores de telles et telles espèces qui reviennent, on regarde la fréquence. Donc c'est très scientifique, si vous voulez, et c'est assez technologique. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Et alors, effectivement, il y a un message, on va juste revenir en arrière. Oui. Donc, on a parlé des risques, on a parlé du reporting. Il faut se rappeler que ce dont on parle là, c'est quelque chose qui n'est pas contenu seulement dans la chaîne de valeur des entreprises. J'ai l'impression que quand on parle de climat, aujourd'hui, avec SBTI et les nouveaux standards, on parle beaucoup de la chaîne de valeur. C'est très important, mais ce ne sera pas suffisant de se focaliser juste sur la chaîne de valeur. L'impact négatif ou positif dépasse de loin les chaînes de valeur de chaque entreprise. Donc c'est à nous, en tant que chef d'entreprise, de regarder plus loin, d'avoir une approche plus holistique. Et donc la perte de biodiversité, le changement climatique, la dégradation des sols, la pénurie d'eau, tout ça, ça ne se limite pas à votre chaîne de valeur. Donc ne regardez pas que la chaîne de valeur, allez au-delà. Et par exemple, je suis assez effrayée de voir les engagements des entreprises qui disent en 2050, on va être net zero, comme on dit très bien en français. Donc on va être positif potentiellement en 2050. Bon, déjà, d'ici 2050, il faut déjà y arriver, il faut déjà le faire. On n'est pas sûr, c'est très incertain. Et ce ne sera pas assez, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas seulement réduire l'impact. Si on arrive tous à zéro, si on était zéro aujourd'hui, tous, toutes nos activités, si on était zéro, de toute façon c'est trop tard, puisque l'excédent de carbone est déjà dans les océans. L'énergie de l'excédent de carbone est déjà stockée dans les océans et va sortir. Donc il faut enlever. Et donc quand on dit enlever, ce que je vous invite à faire, c'est de considérer les projets de reforestation et de faire bien plus que votre chaîne de valeur. Et comme beaucoup d'entre vous sont des consultants, d'inciter les entreprises avec qui vous travaillez d'aller au-delà de leur chaîne de valeur.
Ça, c'est vraiment très important. Et ça rentre aussi dans les objectifs d'ODD, de cadre mondial de Koenig-Montréal et les accords de Paris. Soyez ambitieux et poussez les entreprises à aller bien au-delà de leur chaîne de valeur. Merci beaucoup. Du coup, tiens, je veux bien que tu passes. Voilà, Arthur. Et donc, Arthur, ça tombe bien. Exactement. Est-ce que le groupe Bouygues va au-delà de sa chaîne de valeur? Est-ce que tu veux nous parler de votre démarche? Est-ce que... Oui, merci pour l'invitation, merci pour la transition, elle est toute faite. Surtout avec ce graphique-là que je voulais vous partager au début. Alors j'ai un prisme un peu climat chez Bouygues, donc je vais reparler de ça pour démarrer mon propos, même si je suis ravi qu'on mette en avant d'autres indicateurs maintenant qu'uniquement le climat. Chez Bouygues, pendant pas mal d'années, une dizaine d'années voire plus, on a mis le poids du corps sur notre stratégie climat, et puis aujourd'hui on est en train de décliner, notamment grâce à la CSRD, des stratégies sur d'autres enjeux qui sont matériels, à la fois pour réduire nos impacts, mais aussi pour contribuer finalement à préserver, à restaurer des écosystèmes dont on dépend. Peut-être premier point donc, qui fait la transition à la question quelle est notre démarche. Finalement, notre démarche elle est double. C'est pas l'un ou l'autre, c'est finalement de réduire nos émissions, la priorité numéro 1. Et puis le second pilier de notre démarche, c'est finalement cette partie négative qui est de dire on doit atteindre le net zéro à 2050, qui n'est qu'une étape vers quelque chose où on serait peut-être net négatif demain, mais on doit traiter ce second sujet en parallèle du premier, et donc séquestrer du carbone en complément de ce qu'on peut faire sur la réduction. C'est un peu le constat qu'on a fait en 2021. Et donc la question s'est posée ensuite de comment on pouvait trouver un mécanisme qui nous permet de séquestrer du carbone au niveau du groupe Bouygues, et quelle était la politique qu'on devait mettre en marche. Peut-être un premier point qui me semble important là-dessus, enfin 2 points. Le premier, c'est de se dire que cette stratégie de contribution, si on démarre en décembre 2049, on va avoir du mal à justifier le fait qu'on ait séquestré du carbone à hauteur de ce qu'on ne réduit pas. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, c'est que, en tout cas, j'ai la conviction qu'on ne reprochera jamais aux entreprises de déclarer qu'elles contribuent en dehors de leur chaîne de valeur si, je vais y arriver, si elles font les efforts nécessaires et obligatoires pour réduire leurs émissions en amont. Et c'est vraiment ce qui distingue, non pas que l'aspect sémantique, ce qui distingue d'une vraie stratégie de contribution, d'une stratégie de compensation où parfois on est sur un droit à polluer pour se donner bonne conscience. Et là, en effet, on peut nous le reprocher. Donc, fort de ce constat-là, on s'est intéressé à l'un des leviers, et je dis bien l'un des leviers, qui permet de séquestrer du carbone, qui est, tu l'as cité Stéphane, le marché du carbone volontaire. Je dis l'un des leviers parce qu'on voit apparaître d'autres possibilités, notamment du financement direct ou indirect dans des actifs naturels. On voit aussi, on a cité Planète Urgence, je cite également des mécanismes de philanthropie climatique. Donc on voit finalement que la palette de solutions est assez large, mais là on a fait un focus sur le marché du carbone volontaire. Alors là c'est un Rex Bouygues, mais qui à mon avis peut intéresser d'autres entreprises. On avait un risque stratégique et de réputation, je vais lier les deux, sur le fait de mal communiquer, de mal utiliser ce marché. C'est ce que j'ai dit avant, de ne pas mettre finalement tous les garde-fous sur la stratégie de contribution plutôt qu'une stratégie de compensation. Un risque de trop attendre, puisqu'on est sur un marché, qui dit marché dit qu'il y a des effets de prix. Forcément, quand on parle de solutions fondées sur la nature, on est aussi sur une surface qui est limitée. Donc, pour une entreprise, est-ce que le fait de s'y prendre trop tard sur ce marché-là, ça peut pas aussi créer des risques financiers? Fort de ce constat-là, on a créé, et là je suis vraiment très mal placé, Regeneo, dont le logo est derrière moi, qui est notre guichet d'entrée unique au niveau du groupe Bouygues pour adresser le marché du carbone volontaire. On a l'impression que le marché se structure de mieux en mieux, mais avec bon nombre d'acteurs, beaucoup de méthodologies, et donc il y avait cette volonté au niveau du groupe d'avoir, je vais dire, non pas un intermédiaire, mais une sorte de conseil interne qui vient, en fonction des besoins, identifier les bons projets à haute intégrité environnementale, avec des partenaires dont on a fait la due diligence. Et c'est exactement comme ça qu'on se positionne du point de vue de Regeneo. On n'est pas du tout des experts
forestiers, agricoles, mais par contre, on s'appuie sur un écosystème de partenaires en France, en Europe et dans le monde qui nous mettent à disposition leurs projets pour répondre à nos besoins de contribution. C'est que uniquement pour Bouygues? Alors, initialement, c'est un besoin on a créé Regeneo pour Bouygues, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ce besoin de clarté, d'avoir du conseil finalement sur une stratégie de contribution, il s'est exprimé chez d'autres entreprises. On a tendance à dire qu'au même titre que des entreprises ont des stratégies de réduction de leur impact, il leur faut des stratégies de contribution, qu'elles définissent les cahiers des charges des projets sur lesquels elles vont financer des actions, dans quelle localisation, qu'elles jouent aussi sur les flux financiers. On parle beaucoup des dépenses dans nos plans de transition, etc. Quelles sont les dépenses prévues à court moyen terme sur la partie contribution? Ça, c'est des choses sur lesquelles on estime que les entreprises ont besoin d'être accompagnées et qui sont également des data points que la CSRD nous demande tôt ou tard. Peut-être pour être concret et vous donner un exemple précis, une entité du groupe Bouygues Bâtiment France, dans le cadre de sa stratégie net zéro, donc là on est sur un prisme assez RSE, a souhaité financer 4400 tonnes de séquestration en France. Ce que j'ai pas cité auparavant, c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Du point de vue de Regeneo, on a pris le parti de proposer avec nos partenaires uniquement des solutions fondées sur la nature. Et des solutions de séquestration, justement, en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi? Justement pour générer ce double bénéfice, voire triple bénéfice, climat, biodiversité et même eau dans certains cas. Donc typiquement, dans cet exemple-là, Bouygues Bâtiment France a financé plusieurs petits projets en fonction de ces implantations, et des projets qui sont soit des projets d'agriculture avec des reboisements de haies, des replantations de haies, pardon, soit des reboisements sur des friches agricoles. Finalement, grâce à Regeneo, il y a aussi cette vision en portefeuille de projet où on arrive à avoir des portefeuilles plutôt résilients qui couvrent plusieurs enjeux, puisque les enjeux dans le Nord-Pas-de-Calais ne sont pas forcément les mêmes enjeux que dans l'arc méditerranéen, et donc d'avoir une stratégie plus robuste et résiliente. Voilà de ce point de vue-là, et ensuite on a mis l'exemple du projet, avec donc une forêt, vous le voyez bien ici, des arbres, mais Stéphane en parlera beaucoup mieux que moi, qui dépérissent, qui subissent le changement climatique, et donc cet intérêt quelque part d'apporter du financement à des acteurs pour réparer, restaurer, préserver ces écosystèmes naturels, avec une contrepartie pour l'entreprise qui est aujourd'hui le crédit carbone, demain peut-être le crédit biodiversité, mais qu'elle peut valoriser dans ses bilans CSRD, sa stratégie CSR, mais aussi comme une action finalement qui a une valeur aujourd'hui, puisque c'est un point aussi que je voulais soulever ce soir. Le crédit carbone, le crédit biodiversité demain a une valeur qui peut être reconnue dans les bilans comptables et qui peut être aussi reconnue auprès des clients. Et c'est peut-être un point aussi que je voulais ajouter, c'est-à-dire que Regeneo, on l'utilise au niveau du groupe Bouygues dans le cadre de notre stratégie RSE finalement, pour cet objectif net zéro, et dans le cadre de notre stratégie biodiversité. On peut aussi venir l'intégrer dans nos projets, c'est-à-dire comment on utilise Regeneo pour identifier des opérations locales qu'on va venir financer. Un exemple très concret, on a Bouygues Immobilier dans le groupe Bouygues qui développe des projets. Quand Bouygues Immobilier souhaite développer une opération, je dis n'importe quoi, à Tours, avec Regeneo et grâce à nos partenaires, on a la capacité d'identifier une zone humide en attente de financement qu'on va pouvoir restaurer et dont Bouygues Immobilier va récupérer les crédits carbone. Ici, on fait d'une pierre deux coups. Bouygues Immobilier a activé sa partie renaturation de la parcelle via ses actions en matière de biodiversité, a restauré une zone humide à proximité de son opération, ce qui veut dire que la collectivité, finalement, en face, a reçu un financement qui a permis aussi d'améliorer la résilience de son territoire et donc de restaurer une zone humide. Donc, c'est au-delà de la partie utiliser le marché du carbone, le marché du crédit biodiversité dans le cadre de sa stratégie RSE, c'est comment on utilise ces nouveaux indicateurs, ces nouveaux leviers qui créent de la valeur, que sont la finance carbone et la finance biodiversité, et qu'on arrive à les valoriser dans notre business pour que nos clients finalement achètent cette plus-value dans le cadre de nos projets. Voilà. Et alors, dernier point peut-être, parce que tu avais une autre question qui était, si je l'ai bien noté, quelles sont les priorités business du groupe? Je parle sous le contrôle de Fabrice, mais... Et c'était surtout
tu as les priorités business, mais comment tu fais le lien entre les priorités business du groupe et les projets que toi tu mènes en fait, parce que tu nous as parlé effectivement d'intégrer les crédits carbone, ces différents mécanismes justement au sein de la stratégie du groupe, mais tu nous fais pas l'histoire de voilà quels sont les objectifs au global ou par du groupe Bouygues. Et c'est dans ce cadre-là que moi, Régénéo, je m'inscris, en fait. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et je les soutiens ou je les complète. Nous, on est vraiment une solution supplémentaire pour accompagner les opérations du groupe et nos stratégies pour intégrer cette stratégie de contribution et donc bénéficier de cette valeur, de démontrer finalement que le carbone qu'on séquestre a une valeur. Et elle a une valeur pour nous ou pour nos clients. Aujourd'hui, et c'est ce que je voulais évoquer sur ce graphique-là, la priorité business du groupe, si on a un prisme qui est le nôtre en matière de durabilité, c'est de développer des modèles d'affaires qui sont à visée régénérative, c'est-à-dire qui ne vont pas seulement intégrer le fait de faire moins mal à nos écosystèmes, mais qui vont aussi permettre de les régénérer, de les restaurer. Et en cela, Régénéo apporte une solution, puisque le modèle de Régénéo, c'est de créer justement cet impact, de massifier des financements vers des projets qui en ont besoin et qui vont séquestrer du carbone, régénérer des hectares de forêt ou assainir des zones, assainir l'eau. Donc, de ce point de vue-là, Régénéo se positionne sur cette partie impact positif et on a d'autres exemples dans le groupe, des petites pousses sur lesquelles on est en train de pousser pour finalement intégrer ces principes de la visée régénérative et donc du bénéfice associé à cette finance carbone et cette finance biodiversité. Et au-delà de ça, peut-être un point important que j'ai un peu cité, c'est tout cet enjeu pour un groupe comme Bouygues de valoriser les solutions fondées sur la nature dans notre acte de construire, dans les quartiers qu'on conçoit, puisque les solutions fondées sur la nature sont des solutions qui, la plupart du temps, en tout cas dans des zones urbaines, périurbaines, quand on parle d'espaces verts, d'éponges urbaines, etc., sont des solutions qui coûtent pas si cher que ça, par rapport à d'autres solutions un peu plus techniques, technologiques, et qui sont des formidables solutions d'adaptation, si ce n'est les meilleures solutions d'adaptation de nos villes face au changement climatique. Et donc voilà, là j'élargis le sujet à autre chose que Régénéo, mais c'est aussi le positionnement et ce qu'on essaye d'intégrer au sein de nos BU chez Bouygues. Merci beaucoup. Et donc nous aussi chez Salesforce, ça fait un moment maintenant qu'on a intégré également cette stratégie en fait d'intégrer aussi des solutions basées sur la nature. Et donc là, je vais vous en termes de stratégie, en fait, on opère ces projets-là dans les différentes régions du monde dans lesquelles nous sommes. Et donc on est vraiment focalisé sur cette partie de réduction de notre impact. Et c'est pour ça qu'on a rejoint, enfin qu'on est un des membres fondateurs, comme tu le disais tout à l'heure, de One T. C'est vraiment une déformation que j'ai, de One T. .org, hein, c'est OneT.org. Et dans ce cadre-là, on a d'ailleurs, on s'est fixé les fameux pledges. En fait, quand on dit un pledge, en fait, on se fixe un objectif. Notre objectif, dans le cadre de OneT.org, c'est de planter, restaurer, conserver 100 millions d'arbres d'ici 2030. Et on le suit, c'est dans le rapport des parties prenantes qui est public, hein, que vous pouvez consulter. Vous avez l'ensemble de nos indicateurs, y compris ceux-là. Et là, à date, on est à 52 millions. Et puis, on est un acteur technologique. Et donc, c'est comment on va aussi utiliser notre technologie pour supporter aussi ce sujet lié à la biodiversité. On a dit, en fait, on a quand même besoin de données, de pouvoir mesurer l'impact des entreprises sur la biodiversité, de pouvoir suivre ces données-là, les récupérer, etc. Et donc, une des grandes forces de Salesforce, c'est d'avoir cet apport technologique. Et on a notamment créé une alliance avec ERM, Nature Lab Planet Lab et Nature Metrics, justement pour pouvoir
collecter l'ensemble de ces données d'impact et de les lier à vos données d'entreprise. Voilà, et ça peut potentiellement servir dans le cadre de la CSRD. Alors, je ne vais pas dans le bon sens. Et donc, comme je vous le disais, on opère là, on mène des projets effectivement là où nous sommes. Donc, on a actuellement un projet dans le cadre de One Tree qu'on mène avec Reforestation, parce que ce qui est intéressant également au sein de One Tree aussi, c'est qu'on a accès à un réseau de partenaires. Et en fonction du projet que vous voulez mener, eh ben, vous allez avoir des conseils liés à l'ensemble de ces réseaux de partenaires. Donc, en l'occurrence, là, eh bien, nous, on mène ce projet avec Reforestation qui nous a complètement, par rapport aux objectifs que nous avions, comment on peut dire, designer ce projet ensemble. Et donc on a c'est là, donc là on mène ce projet de restauration et de renforcement de cette forêt. C'est dans la Marne. Je pense que toi tu seras, parce que moi je suis pas une professionnelle de la forêt, donc toi Stéphane tu vas pouvoir donner plus d'indicateurs. Ce que je peux vous dire, c'est que au sein de je vais vous partager une anecdote, mais en l'occurrence là, c'est une vraie forêt, c'est-à-dire que vous le voyez, il y a plusieurs espèces. Vous avez l'ensemble des détails du projet, et c'est important parce que dans le cadre des rendez-vous que je peux avoir aussi avec des partenaires, des clients, etc., une entreprise que je ne citerai pas, avait effectivement cette volonté de rejoindre One Tree par rapport justement à son modèle opérationnel. Mais elle me dit, mais moi, je veux faire, ou restaurer ou protéger, je sais plus, une forêt avec une seule espèce. Et on dit, ben non, là, c'est pas possible, parce qu'une vraie forêt, c'est avec différentes espèces. Là, c'est autre chose, c'est pour la fabrication qui va servir. Donc, c'est encore un autre enjeu. Je sais pas, est-ce que tu veux ajouter des compléments par rapport à ce projet qu'on mène dans la Marne avec vous? C'est un projet assez emblématique de ce qui se passe en France, puisque c'est une forêt qui a souffert d'un certain nombre d'aléas. On a parlé de la tempête Léotard en 1999, pour ceux qui s'en souviennent. Mais il y a aussi la calarose du frêne, qui est donc une maladie sur le frêne qui décime tous les frênes de France, quelle que soit la région. Et donc cette forêt qui a été touchée par ces aléas, eh bien, on vient la restaurer en y plantant des arbres. Alors là, c'est une forêt de feuillus. Il y a de la diversité, parce que tu as raison, en fait, une forêt diversifiée, elle est beaucoup plus résiliente au changement climatique, aux aléas qu'elle peut rencontrer, qu'une forêt monospécifique, avec une seule essence d'arbre. Et du coup, là, on est vraiment sur une base de chênes, plus des fruitiers forestiers. Mais Thibaut peut vous en parler en long, en large et en travers. C'est notre expert forêt tempérée. Et donc, on est vraiment sur la restauration de 12 hectares avec 27 000 arbres de planter de façon diversifiée et mélangée. C'est très important pour y renforcer la biodiversité et puis recréer des habitats pour la faune locale. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que ici, donc, c'est un projet mené avec Reforestation, et merci pour ce beau projet. C'est un projet qui est mené aussi dans le cadre de One Tree, sur le volet bassin versant, parce que la Marne est dans le bassin versant de la Seine. Et donc, il y a un lien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cherché un lien business, en fait, avec Salesforce, de pouvoir dire une action très concrète sur le terrain va aider à pérenniser, finalement, ou à réduire le risque business long terme de Salesforce. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions avant de clôturer et d'aller boire un coup? Est-ce que vous avez des questions pour les différents invités? Oui? Question pour M. Pasquier. Si une entreprise veut utiliser les services de Regenéo, une entreprise qui ne fait pas partie du groupe Bouygues, par exemple, comment ça se passe? Elle peut me contacter, c'est ça la réponse, la bonne réponse. Mais sur quoi on est sur LinkedIn. LinkedIn. Et pour ceux qui sont dans la salle, je pourrais donner ma carte de visite. On a un site internet, en effet. Voilà.
On sera à Polytech, et on sera à Polytech mercredi. Je voulais être Merci, sûr. Monsieur le Président, pour cet instant promo. Il y avait d'autres questions derrière toi, Fabrice. Bonsoir, allez, on va continuer avec Arthur, mais peut-être que les autres ont des réponses aussi. Moi, ma question, c'est sur les ordres de grandeur, la Régénéo. Vous en êtes où des projets où vous avez du moins sur le carbone par rapport aux efforts de réduction des émissions qui continuent par ailleurs? Je réponds et puis on fait question par question. Ben, merci pour la question. Si on prend le premier graphique que j'ai présenté tout à l'heure, le besoin du groupe Bouygues, finalement, ça serait 2 millions de tonnes à 2050. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier qu'on a séquestré 2 millions de tonnes à 2050. C'est gigantesque, hein. Et donc, c'est pour ça qu'on démarre aussi dès maintenant, au-delà des effets de prix et de la disponibilité, etc. C'est parce que c'est un objectif très important. À date, donc 1 an après la création de Régénéo et la formalisation de notre stratégie chez Bouygues, le financement a été on a financé 20 000 tonnes de séquestration, déjà séquestrées ou en cours de séquestration selon les méthodologies. Mais voilà, pour donner les ordres de grandeur du groupe Bouygues, c'est que le début. Ma question s'adresse à vous, Julie. Vous avez présenté un projet donc, de préservation de la biodiversité sponsorisé, enfin appuyé par Salesforce. Moi, j'avais une question. Comment vous changez en interne, enfin, Salesforce a une action comme la Bouygues sur la biodiversité. Comment en interne vous faites justement évoluer vos business models? Fabrice évoquait que c'est un des travaux du C3D pour justement réduire intrinsèquement en fait et pas pour aller compenser en fait les actions sur la biodiversité. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à cette question. Quand je disais qu'on a intégré cette stratégie vraiment focalisée sur les solutions basées sur la nature, ça fait vraiment partie intégrante de notre stratégie, ce que je disais tout à l'heure. Donc on a effectivement, on est focalisé, comme je pense la plupart des entreprises, sur la réduction de nos émissions. Et puis on mène des actions. À la fois on achète effectivement des crédits carbone certifiés et puis on fait aussi d'autres types d'actions. Là en l'occurrence c'est pas un sujet de crédit carbone ou de compensation. Et on diversifie en fait ce type d'action là. Et après on mesure. Voilà, on a des équipes dédiées et voilà. Est-ce que moi, je peux peut-être. Non, les données, c'est les données de nos clients, c'est pas les nôtres. Et après, la réflexion, ça va être plus de réfléchir sur comment on travaille avec nos fournisseurs pour que effectivement on utilise des data centers qui ont accès effectivement à des énergies renouvelables. Et c'est ça le sujet. Voilà, pour être dans des régions à faible intensité carbone. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille avec nos fournisseurs. Voilà. Donc on est vraiment sur, oui, c'est ça, sur ces sujets. Est-ce que je peux peut-être intervenir et partager ce que je vois avec certaines entreprises qui travaillent avec nous? C'est que donc elles sont engagées pour devenir net zero 2050 avec SBTI par exemple. Donc ça, elles s'occupent de ça, elles font de la décarbonation et puis après elles vont à terme compenser les émissions résiduelles. Mais certaines entreprises sont très responsables et se disent c'est pas suffisant de faire ça et donc elles regardent l'historique de leurs émissions. Par exemple, Velux, la société Velux, je ne sais pas si vous avez suivi ça, une boîte danoise qui fait les fenêtres, a fait ça avec WWF. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé leurs émissions passées, leurs émissions historiques,
et ils ont dit, OK, on s'occupe d'une certaine façon, on s'occupe du futur, mais on s'occupe aussi du passé. On regarde ce qu'on a émis, on a donné en interne une valeur à la tonne de carbone, et ça leur détermine un budget. Donc c'est par rapport au lien, par rapport au business, ça détermine un budget. Et ce budget-là, il l'utilise pour faire des projets de reforestation qui sont évidemment bons pour le carbone du passé, mais qui sont bons aussi, si on les choisit bien, pour la biodiversité. Donc pour revenir à notre sujet de biodiversité, les entreprises trouvent des façons diverses et variées. Et il y a des guidelines maintenant qui existent pour conseiller les entreprises de comment mettre un prix sur leur tonne de carbone et comment déterminer un budget en interne pour pouvoir agir de façon matérielle et relevante par rapport à leur activité. Donc, regardez votre passé et faire quelque chose de bien avec ce budget-là, ça serait top. Ça, c'est ce qu'on invite à faire, ce qu'on invite les entreprises à faire. Et si je peux compléter le complément aussi pour revenir sur la partie biodiversité, ce qu'on observe aussi, là on avait un focus assez crédit carbone en tout cas dans mon intervention, parce que c'est un marché qui fonctionne aujourd'hui, je reprends ton point. Mais si on repart sur le focus biodiversité, et notamment sous l'impulsion de la CSRD, les entreprises estiment finalement leurs impacts et leurs dépendances, et donc aussi les risques associés à la fragilisation de leur dépendance. Et donc, c'est notamment vrai sur les acteurs de l'agroalimentaire, qui se rendent compte que financer le vivant dehors de la chaîne de valeur, c'est un peu une assurance vie pour eux, pour pérenniser leur business. Et ça leur coûterait peut-être demain moins cher de financer ça que de perdre leur activité, et donc de réduire à néant les dépendances, raffecter leur dépendance, pardon, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est aussi une autre approche qu'on voit arriver chez les entreprises. Et comme on est à l'heure de la contribution, il n'y a pas forcément d'équivalence entre ce qui est émis et la contribution. Parce que parfois, si on veut une équivalence parfaite, alors il faut l'atteindre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de il faut réduire puis compenser. Mais parfois, l'objectif est trop fort et non réaliste, financièrement en tout cas. Et donc, il y a des entreprises qui se donnent des objectifs court terme de contribution en disant ça, je peux y arriver et c'est ça mon pledge. Parce que finalement, si je vais au-delà, je vais avoir un refus du board ou enfin de la direction. Mais par contre, l'inaction, c'est l'inaction qui nous tue. Hein. Il y en a un petit peu marre de repousser à demain parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, eh bien, c'est une décision collégiale au niveau du management de l'entreprise en disant, écoutez, le net zéro pour aujourd'hui, peut-être que c'est la crise, l'immobilier, ça ne va pas. Eh bien, on ne va pas chercher tout de suite la compensation 1 pour 1 entre ce qu'on émet et ce qu'on retire de l'atmosphère. Eh bien, on va aller se fixer un pledge intermédiaire. Et moi, je trouve que c'est une démarche constructive et réaliste, pragmatique en tout cas. Une dernière question ? Non ? Si ? Je me posais juste un peu la question par rapport à la tech, justement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un certain paradoxe, c'est-à-dire que si d'un côté, nous avons tous pris conscience individuellement et en tant que société de baisser certaines émissions et de réduire aussi certaines consommations de ceux qu'on juge qui n'est pas utile, notamment dans les approches de modèles d'affaires régénératifs. Le paradoxe, c'est d'un autre côté, on a de plus en plus de besoins de data qui sont extrêmement, qui consomment énormément d'énergie. Si on ne peut pas les éviter, qu'est-ce qu'est fait aujourd'hui dans le secteur de façon collaborative, donc Microsoft, Salesforce, toutes les sociétés qui sont là-dedans, pour avoir une éducation justement aussi de quelle est notre empreinte carbone et autres concernant aujourd'hui l'utilisation de la data à tout va, chaque requête sur un chat GPT, sur quelque chose, comment on va éduquer justement les entreprises et les futures générations sur ce point. Adopte quoi déjà C'est une grande question. Un agronome. C'est un ? Comment ?
Adopter un agronome. Moi, je pense que c'est la seule Adopter un réponse agronome. possible. Non, moi je peux juste répondre sur ce qu'on met en tous les cas en place chez Salesforce. Il y a un sujet malgré tout de mesure. Par exemple, vous nous disiez donc nous on va mesurer en fait l'empreinte carbone associée à l'utilisation de nos solutions et ça on va la partager. L'idée c'est d'avoir des données de plus en plus granulaires. Encore faut-il pouvoir avoir accès à ces données et ensuite de partager des insights de comment en fait lié à l'usage de nos solutions vous pouvez optimiser et comment nous à cette zone-là on peut également vous donner les outils nécessaires pour optimiser votre usage parce qu'il y a nous comment Salesforce nous on va optimiser nos solutions pour qu'elles soient les moins énergivores possibles tout en étant tout aussi efficaces donc travailler sur l'efficience en fait des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur en partant du code jusqu'à la partie de nos fournisseurs où on parlait tout à l'heure des data centers. Donc il y a nous cette partie-là et après il y a la partie client de comment vous utilisez aussi nos solutions qui est elle aussi par l'usage également génératrice de consommation d'énergie. Et là donc il y a la transparence liée à ce que vous émettez également, donc quelle est en fait cette empreinte-là, les insights, ça je vous le salue, et puis il y a une partie aussi éducation, formation, transparence, voilà, c'est tous ces sujets, tous ces sujets-là. Voilà, donc là voilà ce que nous on met en place. Mais je crois qu'il faut aussi, Julie, avoir conscience. Enfin, c'est pour ça que je disais adopte un agronome, c'est que tout ça, ça a de l'impact sur les écosystèmes de façon assez considérable quand même. Toutes les émissions de CO2 associées à la data, on a besoin de data de plus en plus, mais l'impact est quand même assez considérable. Et c'est pour ça que je disais adopte un agronome pour reprendre Marc-André, c'est qu'on n'a pas conscience de cet impact. Et je pense que c'est une très bonne chose à faire pour avoir un driver à la réduction de la data qu'on peut utiliser au quotidien. Mais d'où tout l'intérêt, pardon, c'est un rebond sur ce que tu viens de dire, d'où tout l'intérêt aussi sur les stratégies de contribution, d'ancrer un petit peu le collaborateur aussi pour choisir les projets. Alors, c'était pas chez Bouygues, mais c'était chez un autre client de Regeneos. Ce sont les collaborateurs qui ont choisi entre plusieurs projets. Ça a permis de s'approprier finalement les enjeux auxquels le projet répondait et surtout derrière d'organiser des visites sur le terrain. Alors, c'est un peu éloigné de ce que tu dis, mais finalement, pour se rendre compte de ce qui se passe dans le secteur agricole, forestier, il n'y a rien de mieux que de se rendre sur le terrain et finalement de rebondir sur ce que vous disiez au début, c'est-à-dire l'apprentissage et l'éducation. On peut poursuivre les discussions auprès d'un verre. Merci beaucoup. Merci à tous.